C'est l'heure du segment découverte dans DuPont le matin. Découverte, car nous, on l'a découvert par les médias sociaux. Et également, j'allais dire... nous? Hein? Nous, tu parles de Mégane? De Mégane. Okay. Ah, oui, c'est ça. Mais moi, j'ai nous exclut toutes les autres personnes à part moi. Mais, écoute, je dois vous avouer, vous savez, ça fait des années que... En blague un peu, mais je dis tout le temps que les filles se barrent la face avec beaucoup trop de stock qu'ils connaissent pas, puis des fois pour des résultats mitigés. Tiens, OK? Oh! Puis, moi, cette déclaration n'engage que toi-même. Non, je le sais. Non, mais ça, je parle pas juste du maquillage, mais je te donne un exemple. Quand j'étais commis de quincaillerie, tu sais, j'ai travaillé dans une quincaillerie 7 ans, j'étais commis à la peinture, OK? À cette époque-là, il y avait beaucoup de... Non, mais tu vas voir le lien. Ouais, tu vas voir le lien. C'est que... Ouais, tu vas voir. C'est qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de peinture à l'huile, OK? Ouais. Et les colorants qu'on utilisait pour la peinture, bon, c'était à l'huile, tout ça. Donc, ouais, puis on se lavait les mains avec ce que nous on appelait du Versol, mais du diluant à peinture, qui est comme du gaz bleu, en tout cas du gaz. Là. Ouais. Fait que on se nettoyait les mains avec ça 10 fois par jour. J'avais les mains comme l'homme de roche là, dans les 4 Fantastiques. Là, OK? Fait que, et là, je me mettais de la crème à main. OK? Ça marchait un peu, mais puis plus je me mettais de la crème à main, plus j'avais besoin de crème à main. Puis même quand j'ai arrêté de faire ça, on dirait que plus j'utilisais de la crème hydratante, plus j'en avais besoin. Puis quand j'arrête d'en utiliser, regarde, j'ai quand même... je travaille pas fort, là. Bon. Fait que j'ai toujours mis en doute l'utilité de ça. Jusqu'à il y a 2 semaines. Tu m'étonnes. Jusqu'à il y a 2 semaines où, vous le savez, à cause d'un raisin de Sauvignon blanc, j'ai glissé dans mon garage et j'ai tombé la face contre ma moto. Oui. Ça fait juste 2 semaines. Ça fait, on est quel jour aujourd'hui? On est mort. Ça fait 2 semaines aujourd'hui. Est-ce que ça paraît encore dans ma face? Pas du tout. Non. Un petit peu ici, là. Oh, non, ça, on ne sait C'est pas, minime. ça paraît pas. Mais la t'arranger cosmétique... Et vous savez que je suis entouré de 2 femmes cosméticiennes. Elle t'a donné du Cicaplast. Ben, je ne sais pas le nom. Là. Ça Elle m'a va donné être une crème. Elle m'a dit ça va t'aider pour tes cicatrices. Ouais. Parce qu'elle est cosméticienne dans la vie. Elle vend des cosmétiques. Puis l'autre, elle en achète. C'est pour ça qu'il y en a 2. Je t'estime qu'il y en a 2 de la famille. fait que j'ai toujours eu un peu de scepticisme. Donc, mais pour en parler avec nous, elle s'appelle Miss Derme. Elle est chimiste et vulgarisatrice scientifique. Elle s'appelle Sarah Bélanger. Mais vous allez la trouver sur les médias sociaux, alias Miss Derme. Miss Derme, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans DuPont le matin. Merci à vous de me recevoir. T'es une jeune femme du quartier, en plus, jeune femme ici. du quartier, jeune femme de Québec. Exact. Voilà. Et bon, tu as fait des études en chimie, quoi, jusqu'à l'université, j'imagine? Oui, c'est ça, à l'Université Laval. J'ai étudié en chimie cosméceutique. Donc, c'est un bac en chimie de base, mais qui se spécialise dans la cosméceutique, qui est un peu comme la rencontre entre le milieu des cosmétiques et la pharmaceutique. OK. Un peu fait que c'est la science derrière les cosmétiques, essentiellement. Puis après, j'ai aussi fait une maîtrise en sciences pharmaceutiques où j'ai étudié la peau en laboratoire. Fait que ça m'apporte vraiment un bon bagage complémentaire, chimie des cosmétiques, biologie de la peau, puis comment les deux interagissent entre eux. Ça veut donc dire qu'il y a des gens en amont qui vont vérifier les produits pour s'assurer que sur les tablettes, en tout cas au Canada, qu'il n'y a pas de produits toxiques. Là. Exactement, pour assurer la sécurité des cosmétiques. En fait, c'est vraiment ça le travail des chimistes. D'abord et avant tout, c'est d'assurer la sécurité du public, les gens qui vont utiliser les produits, mais c'est également de s'assurer que les produits vont avoir une certaine efficacité. Tu sais, je comprends ton scepticisme, c'est correct qu'on pourra s'en reparler, mais il reste que c'est ça tout le travail en amont dans les cosmétiques. On a peut-être tendance à penser qu'il n'y a pas de science derrière les cosmétiques, mais il y en a vraiment beaucoup. OK, donc prenons tous les produits avant d'aller vers le maquillage. Là. Tu sais, je parlais des crèmes, par exemple des crèmes hydratantes. On va penser à tous ces produits pour arrêter la perte de cheveux, par exemple. Après ça, les produits anti-rides. Ouais. Est-ce que ces produits-là, qui doivent avoir un effet, qui ne sont pas du maquillage, est-ce que ces produits-là, c'est du vent ou c'est efficace? Il y a quand même une efficacité démontrée. Après, tous les produits ne s'équivalent pas. C'est là qu'il faut faire attention, puis c'est là que c'est super difficile de s'y retrouver. Bon, les cosmétiques, il faut garder en tête que ce ne sont pas des médicaments. Donc, dans les allégations, dans le marketing qu'on va pouvoir faire au niveau des cosmétiques, on ne peut pas prétendre prévenir une maladie ou agir sur un procédé biologique parce qu'à ce moment-là, on serait dans des allégations de médicaments. Donc, c'est sûr que dans le langage qui est utilisé des fois dans les cosmétiques, c'est un peu nébuleux. Là. Tu réduis l'apparence des taches brunes, l'apparence des rides. Fait que ça sonne comme si c'était un petit peu comme de la poussière d'étoile. C'est pas la maladie des taches brunes, c'est l'apparence d'avoir une tache brune. Exactement, mais c'est comme ça qu'on doit le formuler pour être conforme à la réglementation. Il reste que les ingrédients qui se trouvent dans les cosmétiques peuvent réellement agir sur la peau, sur les taches brunes, sur les rides, etc. Il y a réellement
une action qui est démontrée, qui va C'est de la crème, l'hydratation. je m'excuse, la crème solaire. Oui. Est-ce qu'eux, on doit dire qu'ils vont éviter ou prévenir le cancer de la peau? Parce que c'est vrai, là. Oui, en fait, c'est un excellent point. Dans le cas des crèmes solaires, ils sont réglementés comme des médicaments ou des produits de santé naturelle, justement parce qu'on est dans la prévention OK. d'une maladie qu'on protège. Donc, au Canada, c'est réglementé comme médicament. Et Donc, produits c'est une de santé classe à part, les Ouais, crèmes c'est solaires. une classe à part. Puis le niveau de preuve, le niveau d'exigence en termes d'efficacité puis en termes de sécurité aussi est supplémentaire. Ça veut pas dire que les cosmétiques sont dangereux, c'est juste que au niveau des médicaments, il y a encore plus de paperasse, etc. Là, c'est un peu plus compliqué au niveau réglementaire, mais c'est pour justement assurer la sécurité du public parce que les crèmes solaires ont la fonction de nous protéger des rayons UV qu'on sait qui sont cancérigènes. Là. Donc, on n'y pas avec ça. Bon, je comprends que les crèmes pour la peau, les crèmes anti-rides, il y a différents fabricants, il y a différentes marques. Est-ce que je dois acheter la plus chère si je veux être sûr qu'elle marche le plus? Non, pas nécessairement. Il n'y a pas vraiment de corrélation directe entre le prix d'un cosmétique et son efficacité ni sa qualité. Le développement puis la production de la formule, c'est pas ça qui va dicter majoritairement le prix. C'est sûr que ça peut avoir une influence. Il y a certains ingrédients comme les peptides, mettons, qui peuvent coûter plus cher que d'autres. Mais il reste que ce qui va surtout dicter le prix de la formule, c'est vraiment la marque, pour qui on va payer finalement. Là. Donc, toute la publicité qui va être faite, le marketing, les marges de profit, l'emballage, il y en a des fois que ça ressemble à un bijou. Comme à un moment donné, il y a eu la vague de baby cream. Là. C'est ça, baby cream? Oui, Hein? la C'était bébé ça. crème, là. Tout le monde achetait ça. C'était fou. Je me disais, mais Chris, il y en a une à moitié près à côté, puis je pense qu'elle est aussi bonne. Là. Oui. J'avais pas tort, je pense. Ah, non, tu sais, c'est difficile d'établir des règles générales dans les cosmétiques. Il n'y a pas une marque meilleure qu'une autre. Il n'y a pas une gamme de prix, mettons, qui va être meilleure qu'une autre. C'est vraiment... C'est beaucoup de laisser-erreur, malheureusement, pour les consommateurs aussi, là, de voir comme, OK, j'ai essayé telle crème. Mais moi, honnêtement, quand je magasine les cosmétiques, ce sont vraiment les spéciaux qui dictent mes choix plus que d'autres choses. Je pense que dans cette économie, là, la majorité du monde devrait faire ça. Mais bon. Puis vu qu'on était dans les crèmes solaires, là, je veux revenir là-dessus parce que souvent on dit qu'elle qui a le plus de SPF, ça va être la plus performante. Il y en a qui vont genre jusqu'à quasiment 70 FPS. Mais là, on entend dire que si tu prends de la 30, ça équivaut à de la 60. C'est quoi qui est vrai puis c'est quoi qui est faux? Oui, il y a beaucoup de mythes là-dessus. Là. L'été dernier, c'était mon grand cheval de bataille. Mais je pense oui? Ben oui. On se reverra cet été potentiellement là, parce que ça revient à chaque été. Mais en gros, pour la crème solaire, c'est vraiment important d'aller vers le FPS le plus élevé possible. La raison étant la suivante, c'est que la majorité du temps, les gens vont appliquer entre 25 et 50 % de la quantité de crème solaire qu'il faudrait réellement appliquer. Tu sais, des fois, on a tendance à aller à la plage puis appliquer un petit poids de crème solaire. C'est pas correct. Il faut vraiment en appliquer suffisamment parce que la protection solaire est dose dépendante. Donc, plus on applique de crème solaire, plus on va être protégé. Si on n'applique pas la bonne quantité, on n'aura pas Donc, le c'est FPS pas le indiqué. nombre de fois qu'on applique comme la bonne épaisseur à la première couche. Bon, Fait que moi, j'ai souvent ri d'un ami à Pierre, là, Sébastien Bovid, Radio-Canada, là, parce que le voyait au baseball, puis il avait la face blanche. Tu sais, lui, apparaissait qu'il était... C'est comme ça qu'il faut... En tout cas, un dermado m'a déjà dit que c'est comme ça qu'il fallait la mettre. Mais c'était sûrement une crème solaire minérale qui laisse un peu plus un film blanc sur la peau. Mais dans tous les cas, c'est ça. Il faut appliquer la bonne quantité, puis il faut aussi en réappliquer aux 2 heures. Ça, c'est comme 2 choses séparées. Mais oui, donc, plus on a un FPS élevé, plus on a de chances d'être bien protégé. C'est quoi le plus élevé? C'est 50, techniquement. Puis c'est écrit quelque part. OK, c'est ça. Fait que ceux qui marquent, qui advertisent, on a jusqu'à... Oui, moi aussi, jusqu'à du mais 80, c'est qu'à un moment donné, ça plafonne un peu, mais il faudrait que je revérifie là, dans ce qui est autorisé dans les emballages, ce qu'on peut dire, mais en tout cas. Mais comme tu l'as dit, on reviendra sur les crèmes solaires. Ah oui, quand exactement. la folie C'est un grand dossier. Je trouve ça une très bonne idée. Ouais. Maintenant, est-ce que dans tous ces produits-là, il y a toujours une évolution, c'est toujours vérifié. Est-ce que c'est réglementé? Oui. Est-ce qu'il y a une réglementation aussi sur l'âge? Parce que, tu sais, je ne sais pas, une dame de 90 ans qui est un peu desséchée, mettons, mais tu sais, comment elle continuera de mettre de la crème? Des fois, ça paraîtra plus. Est-ce que trop jeune, tu sais, on le voit, par exemple, les gens qui ont été trop au soleil, trop jeunes, on va avoir une peau plus desséchée, par exemple, plus vieux. Est-ce que d'utiliser des produits trop jeunes peut avoir également un contre-effet plus tard? C'est une excellente question. Il n'y a pas de réglementation qui encadre ça en soi. Puis on l'a vu avec la problématique des Sephora Kids, le phénomène où est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes de 8-9 ans qui montrent leur routine qu'ils font sur les réseaux sociaux avec 12 produits. Puis là-dedans, il y en a plein qui contiennent des ingrédients
anti-âge. Donc, la vente de ces produits-là n'est pas interdite. Là, on n'est pas rendu à une genre de SAQ des cosmétiques 18 ans et plus. Par contre, il y a un pays, je pense que c'est la Suède, qui a fait ça, qui a interdit la vente en bas de 15 ans de certains ingrédients actifs comme l'acide glycolique, le rétinol, etc. Bon, ici, on n'a pas ça. Après, c'est sûr que oui, il peut y avoir des effets néfastes à utiliser des ingrédients anti-âge trop jeunes, surtout au niveau de l'irritation, en fait. Il y a des acides exfoliants comme l'acide glycolique que si on utilise ça sur une peau super jeune, ça pourrait vraiment l'irriter. Et également, il n'y aura pas vraiment de bénéfice en soi parce qu'il faut garder en tête qu'une peau à 10-15 ans là, fonctionne de façon vraiment optimale. À moins qu'on ait des problématiques comme des boutons, etc. Là, oui, je pense que l'intérêt des jeunes commence souvent par là, l'apparition de boutons, etc. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de réglementation qui empêche la vente de quelconque cosmétique à qui que ce soit. Là, c'est un peu free for all. Après, c'est pour ça aussi que je trouve ça important d'informer la population pour que les gens puissent faire des choix éclairés. Puis l'acné, là, justement, t'en parles. Ouais. L'acné, là, est-ce que quand ça commence à être un problème sévère, ça prend la consultation de dermatologue plus que en pharmacie ou en cosmétique? Pharmacien, pharmacienne, professionnel de la santé quelconque, dermatologue évidemment, pour statuer sur la problématique de peau. C'est pas les cosméticiennes qui peuvent se prononcer là-dessus. Là. Oui, on peut aiguiller vers peut-être un nettoyant qui pourrait aider à désincruster les pores avec de l'acide salicylique et tout, mais c'est sûr que quand on commence à voir que la problématique est sévère, dès qu'on a un doute, là, je veux dire, c'est vraiment d'aller consulter avec un ou une professionnelle de la santé. Ouais. Des fois que je me promène sur TikTok, je me sens comme mes parents sur Facebook, tu sais, qui arrivaient avec « Hey, t'as-tu vu cette information-là? » Puis je leur disais « Ben voyons donc, tu me niaises-tu, c'est sûr, c'est pas vrai. » Là, c'est rendu mais là, je me sens... Il y a de la désinformation? Il y a beaucoup de désinformation. Vraiment. Je te donne un exemple. Des fois, je vois des vidéos, faut pas mettre de parfum directement sur sa peau. Les déodorants avec de l'aluminium, c'est vraiment pas bon. Tu devrais pas mettre telle crème. Je me sens comme mes parents sur Facebook. Point par point, là, parce que moi, je comprends rien. Le parfum direct sur la peau, j'ai fait une vidéo là-dessus 2 semaines. Il y avait quelqu'un qui disait qu'il mettait du parfum sur le cou, vu que la glande thyroïde est dans le cou, ça allait perturber la glande thyroïde. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez appliquer votre parfum sur votre peau, il n'y a pas de stress. Ça a été conçu pour ça. Il faut garder en tête là, au niveau de la réglementation de la sécurité. Les sels d'aluminium dans les antisudorifiques sont sécuritaires aussi, ne causent pas le cancer. C'est quelque chose qui est déconstruit par les scientifiques comme mythe depuis des décennies, mais c'est très persistant. Souvent, ça part d'une étude. C'est un peu comme la crème solaire cause le cancer. On s'en parlera cet été, mais voilà, ça, c'est un mythe super persistant qui est parti d'une étude où est-ce qu'il y avait eu une corrélation. Le monde qui met plus de crème solaire ont plus de cancer de la peau, et là, ça prend pas plus que ça pour que les gens partent en peur puis qu'ils se disent c'est la crème solaire qui cause le cancer, alors que c'est pas ça. Fait que oui, je comprends tout à fait ce que tu vis là, d'être bombardé de désinformation puis de gens qui font des affirmations très noir ou blanc, très catégoriques puis qui disent ça c'est pas bon pour toi, nanana, mais c'est super assez drôle parce que quand les gens disent ça, c'est jamais appuyé par des preuves. Là. Je pense que ça, c'est important. Le maquillage maintenant. Tu sais, moi, le maquillage, des fois, puis, tu sais, je regarde certains produits. Des fois, mes fils, ils boivent un jus, là, puis ils ont la langue de la couleur du jus pendant 4 jours. Je me dis, 6 mois, ça doit maganer l'intérieur, ça. Comme un vin rouge cheap. Là. Comme un vin rouge cheap, oui. Mais le maquillage, des fois, c'est un peu pareil. Tu sais, t'invites des gens chez vous, puis là, l'invité, elle a un beau rouge à lèvres, puis là, tu vas y offrir une coupe de vin, puis ça te prend 3 semaines avec de la laine d'acier pour faire partir le petit rouge à lèvres, ça la coupe. Tu sais, t'as tout qu'un combat, là. Par exemple, les fonds de teint, puis tu sais, ça prend un démaquillant vraiment spécifique pour se démaquiller le soir, sinon ils vont beurrer les oreillers. Stéphane, comme je t'ai dit l'autre fois, j'ai échappé une goutte de fond de teint sur mon plancher de céramique dans la salle de bain, puis j'ai eu de la misère à le détacher. Fait qu'imagines-tu, je me mets ça d'en face. Alors, le maquillage, si on passe outre les crèmes et tous les autres produits, le maquillage, lui, est-ce que ça peut altérer la qualité de la peau? Honnêtement, tant qu'on le démaquille adéquatement, il n'y a pas vraiment de problématique. Là. C'est sûr que si on emporte 5 jours d'affilée, ça se peut que nos pores deviennent peut-être un peu bouchés, que la peau se porte moins bien. Mais dans les faits, tant que c'est retiré, là, c'est pas fait pour être porté pendant 48 heures, même si des fois les fonds de teint disent « tenez 48 heures ». Je pense que c'est important de le démaquiller à chaque jour. Mais oui, c'est sûr que... Toi, à chaque soir, tu recommandes d'enlever les produits? Oui. Puis c'est ça, il y a effectivement du maquillage qui est plus hydrofuge, donc c'est pas avec de l'eau que ça va partir. Là. Ça prend un démaquillant, soit une eau micellaire ou une huile démaquillante, ça dépend de la résistance du maquillage, mais c'est sûr que faut pas avoir peur par contre avec ça. Là. C'est pas parce que quelque chose tient longtemps que ça veut dire que c'est dommageable pour la peau ou que c'est toxique. C'est vraiment juste que ça a été conçu pour avoir ces fonctions-là. Après, tout demeure sécuritaire malgré tout.
est-ce que tu as l'impression des fois de prêcher dans le désert? Parce que, tu sais, je trouve ça intéressant, tout ce que tu apportes, puis c'est basé sur la science, mais, tu sais, j'étais à Place de la Cité, ou je sais pas laquelle, là, je sais jamais, ou Place Laurier, là, il y a un Sephora, là. Écoute, ben, là, il y avait 8 autobus scolaires, même s'ils n'étaient pas en autobus, dans le magasin. Ouais. Comment on fait? Pierre, il y en a 3 petites filles à la maison qui ont maquillé leur poupée très jeune, puis qu'aujourd'hui appliquent ça un peu sur eux autres. Un peu beaucoup, oui. Un peu beaucoup. Comment, mais là, comme père ou comme mère de famille, comment on explique peut-être à nos enfants d'avoir un certain contrôle sur les quantités, par exemple? C'est une bonne question parce que je n'ai pas d'enfant moi-même, fait que je peux même pas me prononcer. Je suis pas dans cette position-là, mais je pense que c'est important quand même d'assurer le rôle en tant que parent, puis de... Moi, je pense vraiment que le savoir, c'est le pouvoir. Et ça, dès le plus jeune âge. Fait que plus... Tu sais, les jeunes sont exposés à de plus en plus de publicité, là, puis on a plus ou moins le contrôle là-dessus, oui, à travers les réseaux sociaux, mais aussi en dehors de ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? Ben, je pense que vraiment, c'est important de juste les informer le plus possible sans ajouter... Donc, se maquiller à 8 ans, c'est pas un problème. Ben, c'est pas un problème en soi. Là. Je pense qu'il faut mais pas nécessairement réprimer les désirs, mais c'est sûr qu'il faut apporter un équilibre. Ça va être propre à chaque parent, à chaque famille, comme c'est où qu'on met la limite. Mais je pense que c'est important de sensibiliser les jeunes à bien prendre soin de leur peau. Dès le plus jeune âge, ça fait quand même partie de l'hygiène. Okay. Quand on achète un produit, dans mon cas, souvent, je regarde les ingrédients. Mais pour moi, les ingrédients veulent absolument rien dire. C'est normal. Il y a des ingrédients qu'on devrait éviter, d'autres qu'on devrait plus prioriser quand on achète, que ce soit un produit de beauté, que ce soit une crème. Ben, c'est ça. Moi, j'ai été cosméticienne pendant longtemps en pharmacie. Puis ça m'arrivait souvent là, qu'avec la clientèle, ben là, je leur parle d'un produit, puis là, ils virent le produit de bord, puis ils regardent la liste d'ingrédients, puis ils sont comme, ben non, mais la liste d'ingrédients est ben trop longue, ou genre les mots font peur. Mais c'est normal de pas vraiment... La chimie, là, c'est un langage de précision. C'est pas un langage qui est fait pour qu'on le comprenne. Là, de l'eau, c'est aussi du monoxyde de dihydrogène. Mais si je dis monoxyde de dihydrogène, ça fait bien plus peur. Fait que, il y a le langage des ingrédients dans les cosmétiques. Faut pas trop avoir peur avec ça parce qu'au final, il faut garder en tête que les doses d'ingrédients qui sont utilisés dans les cosmétiques demeurent sécuritaires, même si on applique plusieurs produits à chaque jour. Après, est-ce qu'il y a vraiment des ingrédients à éviter? La réponse, c'est... bon, il y a certaines personnes qui vont avoir des réactions allergiques à certains ingrédients, plus de sensibilité pour les parfums, l'alcool, etc. Mais tous les ingrédients qui ont été démonisés dans les cosmétiques, là, donc dans le fond, toutes les allégations 100 ou 0%, là, les parabènes, l'aluminium, les silicones, les sulfates, les phtalates, on va faire une chanson avec ça, ce ne sont pas des ingrédients qui sont réellement néfastes. Hein. Puis ils sont encore autorisés autant en Europe qu'en Amérique du Nord. Okay. On les utilise à des doses qui demeurent sécuritaires. C'est juste qu'ils ont été excessivement démonisé, puis ben, dans la tête du consommateur... comme le gluten. C'est sans exactement, gluten. C'est ça. Fait que quand on voit sans parabènes, on assume que clairement, c'est un ingrédient qu'il faudrait éviter. Puis c'est normal que ça résonne comme ça dans notre tête. Toutefois, c'est pas nécessairement le cas. C'est juste que à un moment donné, la demande des consommateurs devient tellement forte à cause de la peur qui est créée dans les médias. Mettons que les parabènes donneraient le cancer. Ben là, tout le monde demande des produits sans parabènes. Fait qu'on commence à en créer, puis ça engendre une boucle de désinformation qui a pas de fin. Tu sais, mettons, moi, là, si j'utilise du déodorant en vaporisateur Axe, là, j'ai le feu en dessous des bras. Ouais. Sérieux, là? Donc, ça veut dire que je suis intolérant à un des produits qu'eux autres ont, qu'il n'y a pas dans les autres déodorants. Ça se peut qu'il y ait plus d'alcool. Le liquide qui va transporter le produit jusqu'à ta peau, ça se peut que ça soit plus irritant. Ça serait l'alcool. Pourtant, je suis assez tolérant à l'alcool. T'es probablement mieux que le Varsol, que du Axe. Oui, mais sur la peau versus en ingestion, c'est aussi la voie d'exposition. Des fois, les ingrédients, on se fait faire peur parce que les rats ont ingéré telle dose, mais il faut garder en tête qu'on le met sur notre peau. On nous demande qu'est-ce que tu penses de l'appli Yuka pour savoir si un produit est bon. Mon Dieu, mais là, quelle belle question. C'est quoi? J'ai aucune idée de quoi vous parlez. OK, Yuka, en résumé, c'est une application qui a été créée pour scanner les produits. Ça a commencé en alimentation. Fait que le monde scanne leurs produits à l'épicerie. Là, c'est rendu dans les cosmétiques. Scanne le code barre et ça sort une note de 0 à 100 qui prétend, dans le fond, évaluer la sécurité du produit. Donc, ça arrive très fréquemment. Là. Quand j'étais cosméticienne, il y a des clientes qui arrivent en pharmacie, scannent la crème solaire recommandée par les dermatologues. Ça sort une note de 0 sur 100. Puis cette application-là, c'est rendu qu'elle a énormément de poids dans le choix des consommateurs. Là, littéralement, mettons, on va recommander un produit, mais s'il sort une mauvaise note, ben la cliente n'ira pas de l'avant avec. Là. Mais il est bon ou il est pas bon, l'application? C'est ça l'affaire, c'est pas bon, cette application-là. Okay. Parce que l'application, elle prétend être en mesure d'évaluer la sécurité des cosmétiques, mais elle n'est pas en mesure de le faire parce qu'elle ne prend pas en considération la dose des ingrédients. C'est aussi simple que ça, dans le fond. Parce que, dans le fond, l'application n'a pas accès non plus à ces informations-là. Puis il reste que
c'est la job des compagnies, des scientifiques qui formulent les cosmétiques, de mettre les ingrédients à des doses sécuritaires. Donc, l'application est complètement pas basée, c'est ça. Non, c'est très pseudo-scientifique. C'est pour ça que toi, de ton côté, avec ton bagage, tes apprentissages, que tu t'en vas, tu sais, vraiment lever des drapeaux rouges à la désinformation. Parce qu'on va se le dire, il n'y en a pas juste sur TikTok. Là, il y en a partout. On s'en parle entre amis, puis on se dit telle affaire, elle va scanner tel produit. Fait que, tu sais, c'est un peu ça ton mandat. Moi, c'est vraiment, c'est ça ma mission, là, c'est de vraiment combattre la désinformation parce que cette désinformation-là, elle vient finalement brouiller les choix des consommateurs, puis on n'est plus en mesure de faire des choix éclairés, mais c'est pas de notre faute, là, c'est juste qu'il y a tellement une tempête informationnelle, on a besoin de forts dans la tempête qui sont là pour nous remettre sur le droit chemin, pour nous ramener aux faits. Puis c'est ce que je tente de faire tant bien que mal. Et ça, tu le fais. Bon, ben là, ça, c'est l'autre aspect que je voulais discuter avec toi. Ton travail, maintenant, c'est d'être sur les médias sociaux. Donc, Miss Derme. Sur quelle plateforme tu t'épanouis le plus? TikTok, Instagram surtout. J'ai aussi une page Facebook. J'ai ma chaîne YouTube, tranquillement, pas vite, que je commence à développer. Des fois, j'y publie. Tout ça s'appelle Miss Derme, par exemple? Tout sous le nom Miss Derme, exactement. Puis là, c'est ça. Ben, mon but, c'est vraiment de développer comme plein d'embranchements, finalement, autour de Miss Derme. Là. Donc, oui, réseaux sociaux, mais après être présente dans les médias, comme à la radio en ce moment. Merci à vous de m'inviter. Mais je vais aussi écrire des livres, donner des conférences, m'incruster dans les pharmacies pour donner des formations auprès des cosméticiennes, de la clientèle. Donc, c'est ce que mais je si cherche. Je m'appelais Christian Dior, mettons. Je sais pas parce que je connais pas de marque. Mettons, on m'appelle Christian Dior. Non, mais je t'appelle, je dis, hey, moi, j'aimerais ça être commanditaire de ton affaire, mais tu vas passer mes produits. Tu sais, il faut pas que tu sois achetable de ce côté-là. Non, exactement, c'est ça. C'est ça qui est difficile dans ma position, mais moi, je suis très, très à cheval dans mes valeurs, puis je veux demeurer neutre aussi par rapport à l'industrie cosmétique que je critique si fortement. Donc, si je commence à m'affiler à plein de compagnies, La Roche-Posay, Bioderma, blablabla, ben là, tu sais, moi, je sais que je serais quand même droite dans ce que je dis, mais c'est sûr que ça vient me biaiser là, financièrement. Fait que c'est pas une possibilité. Moi, je vais faire un lien avec une vidéo que tu as fait récemment parce que je me suis prise à acheter un produit avec la loi P65 de la Californie qui dit que ça peut causer le cancer, des défauts de toi, tu l'as acheté, toi? Non, je l'ai acheté. Je suis arrivée à la maison, j'ai lu ça, j'ai dit... non. Là, t'as capoté. Là, j'ai capoté bien raide. Je l'ai retourné au magasin. J'ai fait, c'est sûr à 100% que je n'utilise pas ça. C'est sûr que t'es pas la seule. Qu'est-ce que c'est ça, cette loi P65 c'était quoi le produit en passant? De la Californie. Il y avait des... je pense que c'était un Lipsil ou un cache-cerne. Puis j'ai aussi acheté des crayons qui avaient cette mention-là. Bon, et là, j'ai capoté bien raide. J'ai fait une vidéo là-dessus pour référer déjà les gens à cette vidéo-là où j'explique c'est quoi la loi P65 en Californie. C'est une loi qui a été passée dans les années 80-90, je pense. Puis dans le fond, ils ont comme leur liste d'ingrédients. C'est un peu la même vibe que Yuka. C'est comme si cet ingrédient-là dans ton produit, ben là, ils doivent mettre l'avertissement. Mais par contre, dans le cas des cosmétiques, mettons, dans la vidéo que j'avais faite, c'était comme le dioxyde de titane qui était présent dans des forts ajouts. Mais là, dans le fond, le souci, c'est plus si on le respire. Mais là, c'était dans un produit en crème. Fait que ça n'a même pas vraiment lieu d'être cet avertissement. Puis en quantité très faible. Exactement. Mais c'est juste qu'ils se doivent, selon la loi, de mettre cet avertissement-là. Mais ça fait peur. Au final, ben oui, ça fout la chienne. J'ai peur. Oui, tout à fait. Avec raison. Mais c'est ça, ils se retrouvent dans les produits au Canada, finalement, ces avertissements-là, je pense parce que les compagnies créent comme les produits en batch, puis ils mettent l'avertissement, puis là, ça se ramasse sur nos tablettes. Mais dans tes réseaux sociaux, Instagram, entre autres, et TikTok, est-ce que tu parles juste aux femmes ou il y a de plus en plus d'hommes qui se barrent la face avec toutes sortes de feux? Ben, honnêtement, moi, je parle autant aux boys qu'aux femmes. Là, honnêtement, dans mon audience, c'est sûr qu'il y a majoritairement des femmes, mais il reste que autant les femmes que les hommes utilisent des cosmétiques. Là, comme je te disais tantôt, du shampoing, savon pour les mains, gel douche, produits à rasage, whatever. Tout ça, ce sont des cosmétiques par définition. Là, fait que on finit tous par en acheter. C'est pas juste le maquillage, les cosmétiques. Là, fait que, Sarah, tu y vas pas de main morte quand tu reprends de la désinformation sur tes réseaux sociaux. Là. Souvent, tu reprends des vidéos, des propos que les gens disent. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de justement mieux informer les gens sur cette désinformation-là? Parce que, hey my God, qu'on en voit. Oui. Ben en fait, c'est vraiment parce que je pense que c'est essentiel d'offrir un contre-discours puis que les gens le voient, ce contre-discours-là. Tu sais, qu'une personne... Je pense que c'est important que les gens voient une scientifique qui reprend quelqu'un qui n'est pas scientifique, qui s'est permis de dire n'importe quoi, d'affirmer des propos vraiment catégoriques sans les appuyer par des preuves quelconques. Ou s'il y a des preuves, c'est genre un screenshot de ChatGPT. Comme c'est sûr qu'on me niaise, là. Puis là, après, cette personne-là cumule des centaines de milliers de vues. Les gens dans les commentaires sont comme « Hey, merci pour l'information, je savais pas. » Puis ils le voient un peu comme un chevalier sur son cheval blanc qui vient lever un drapeau. Alors que, mais
Comme tu as fait, Mégane, en allant reporter tes produits. Ouais, basé sur des choses moins. Mais tu sais, comme je disais dans ma dernière vidéo, j'ai repris quelqu'un. C'est important de reconnaître les limites de notre savoir. Tu la reprends pas de main morte quand même. Tu y vas, tu sais. Non, mais j'essaie d'être catégorique. De dire, ben ça, dans le fond, c'est pas correct. On devrait pas. Faut reconnaître les limites de notre savoir parce que sinon, là, c'est le début de la fin, dans le fond. Puis tu fais de l'humour aussi. Oui, c'est ça. J'essaie d'alléger parce que, tu sais, c'est ça, là. Mais il reste que. Je veux aussi reconnaître le fait que la plupart du temps, les gens, là, ils sont pas au courant que ce qu'ils disent, c'est faux. Fait que c'est pas fait avec de mauvaises intentions la plupart du temps, mais souvent, c'est parce que les gens vont aussi créer toute une business autour de leurs propos qui font peur. Ils disent, ben tel produit est pas bon, fait qu'à la place, achète mon produit non toxique sans produit chimique, puis là, ils font de l'argent là-dessus. Fait que le monde font de l'argent sur le dos des consommateurs apeurés par leurs propos. C'est pas correct. Donc, si on veut pas avoir peur, ben on te suit sur c'est ça. les réseaux sociaux. Ouais. Et dernière affaire, est-ce que tu vas aller toucher parce que là, on le voit de plus en plus avec maintenant les dentistes qui ont embarqué dans les injections, dans tout ce qui peut se faire comme produit qui va à l'intérieur. Ça, est-ce que tu touches à ça ou... Ben, c'est sûr qu'on est plus dans le milieu médico-esthétique, donc oui, j'y touche un peu, mais c'est moins mon expertise dans le fond. Puis je pense que mais tu es un agent de complément, tu es capable de l'analyser s'il est néfaste ou pas, le Botox, est-ce que c'est néfaste ou pas? Ça tombe pas vraiment dans ma cour. On n'est pas là? C'est plus médico-esthétique. Très clair. Merci beaucoup, puis on va se reparler, c'est certain. Alors, pour les gens qui veulent la suivre, Miss M-I-2-S, derme, comme un dermatologue, D-E-R-M-E, c'est ça? C'est ça, oui, avec un E à la fin. Des fois, le monde pense que je suis dermato, mais derme, comme le derme de la peau. C'est ça, derme, donc Miss Derme. Alors, alias Sarah Bélanger, d'ici, du secteur, qui était notre invitée. Merci beaucoup, puis bon succès avec tes différents médias sociaux. Nous, on s'arrête, vous êtes dans Dupont le matin.